manque jamais de sujets à discuter avec Ray. C'est assez varié, hein, cette semaine. Beaucoup de choses à discuter ensemble. On s'éloigne du hockey olympique un peu. Là, oui, exact. On va commencer par parler de la F1 qui recommence en fin de semaine. 24 courses, 21 pays, 5 continents, 12 fuseaux horaires, des nouvelles voitures, une nouvelle écurie. Bref, qu'est-ce qui attire ton attention à ce stade-ci? La F1, quand on regarde ça de façon objective, c'est quand même le circuit le plus mondialisé. Ouais. C'est pas quelques matchs ici et là, on va en Europe, on va en Asie. Non, non, ça fait le tour du monde. Tu l'as dit, 24 courses. Il n'y a rien comme ça. Même le tennis, c'est le plus près de ça, mais on va pas dans tous les pays avec des gros tournois. Mais il n'y a pas comme ça pour le golf, puis il n'y a certainement pas ça pour les sports majeurs aux États-Unis. Alors ça, c'est différent. Cette année, moi, je regarde 2-3 choses. D'abord, l'arrivée de GM Cadillac. Bon, ça, c'est une écurie américaine qui arrive. C'est important, Andréane, pour 2 raisons. Liberty Media détient la F1 depuis plusieurs années déjà. Puis là, tu as une écurie américaine qui est sur place. Puis l'effet de Drive to Survive de Netflix, 8e saison, c'est sûr que ça a contribué à encourager une marque comme GM, modèle Cadillac, moteur Ferrari pour quelques années encore, d'aller en F1. Fait que ça, c'est une chose qui m'intrigue pour voir comment ils vont se débrouiller comme 11e écurie. 20e saison de Lewis Hamilton, c'est le plus grand champion incontesté. Saison très difficile l'année passée, mais quand même, 7 championnats du monde en 19 années, 105 victoires. Lewis Hamilton demeure la référence. Il n'y a pas la meilleure voiture, mais il est avec Ferrari quand même. Mais tu sais, c'est quand même, on a devant nos yeux un genre de légendaire comme Alex Ovechkin d'un côté. Tu sais, un athlète comme ça, c'est rare qu'on voit ça. Ça, c'est une autre chose que je vois venir. Et puis, quand je pense à GM Cadillac, je reviens sur le prix d'expansion pour te donner une comparaison. Ça leur a coûté 450 millions. OK. Acheter une écurie de Formule 1. Un 500 millions à investir. Ça fait à peu près 1 milliard pour recherche et développement, l'écurie, l'endroit, le bâtiment, l'infrastructure. Fait que quand je regarde ça, tu te dis, c'est pas mal moins cher que d'acheter une équipe de hockey, de baseball, puis on ira pas au basketball de la NBA ou au football de la NFL. Fait que quand tu vois ça, tu vois que la F1 a encore ce qu'on appelle en anglais du upside. De la place pour continuer sa croissance en termes de valorisation. Parce que c'est de plus en plus populaire. Et cette année, pour la première fois aux États-Unis, en exclusivité, sur Apple TV. Oui, c'est vrai. Ça c'est fini le temps d'ESPN. Fait que ESPN a rejeté l'option de renouveler. Apple TV s'est imposé 150 millions de dollars US par année pour 5 ans. C'est-à-dire que quand tu es aux États-Unis et tu vas voir la MLS, c'est sur Apple TV. Tu vas voir la F1, c'est sur Apple TV. Puis on a vu le film, là, l'été dernier avec Brad Pitt, entre autres, Javier Bardem, qui a été un succès pour Apple dans sa production, puis relatait, produit par Lewis Hamilton, un peu la vie dans la F1. Puis c'était très réaliste, puis très bien exécuté, bien produit. Fait que je suis content qu'Apple s'investisse là-dessus. Ça va donner, encore une fois, une effervescence mondiale à la F1. L'autre chose qu'on va surveiller, parce qu'il y a 2 Grands Prix quand même qui se passent au Moyen-Orient, les Grands Prix du Bahreïn puis d'Arabie Saoudite. Et là, avec le contexte géopolitique actuel, c'est pas tout de suite, mais quand même, c'est bientôt, longtemps, là, parce que je te le dis, là, dans le passé, tu te rappelles, Bahreïn avait déjà été le premier Grand Prix de la saison. Fait que si jamais cette année, on se retrouvait à Bahreïn, il n'y aurait pas eu de course. Là, c'est en Australie. On a Australie, Chine, Japon. Ensuite, Bahreïn, Arabie Saoudite. Le Canada, le 24 mai. Ça, c'est intéressant parce que cette semaine, la F1 a dû noliser des vols avec British Airways pour emmener 500 de leurs employés à détourner un peu l'Europe puis le Golfe pour arriver en Australie. C'est déjà compliqué. Il y a déjà beaucoup de voyages puis de transports, de toutes sortes d'équipements. Pour la F1, c'est comme j'ai dit, c'est universel. Une guerre en même temps, ça pourrait compromettre. Puis, Andréane, il y a un coût énorme à ça. Tu ne peux pas annuler un Grand Prix si facilement que ça. C'est des centaines de millions de dollars en jeu par destination, voire des milliards. Alors, il faudra faire bien attention à ce qui va se passer les prochaines semaines. Si ça continue de s'amplifier, il pourra y avoir des annulations, puis ça pourra perturber complètement la saison de la F1. J'ai hâte de voir jusqu'où ils vont pousser la limite avant de prendre la décision. Avant de prendre la décision. Parce que ça peut bouger beaucoup dans les prochaines semaines. J'ai pas l'impression que ça va ralentir dans les prochains jours. Fait que, mais si c'est quelques semaines de plus, tu vas avoir des Grands Prix qui vont être compromis. Dossier à suivre. OK, dans la NFL, on parle beaucoup de transactions, mais j'ai goût de te dire que la transaction la plus importante va se faire à l'extérieur du terrain avec cet actionnaire minoritaire qui veut acheter 1 des Dolphins de Miami. Mais là, on parle pas d'une petite poignée de change. Non. Puis c'est important de le souligner pour que nos téléspectateurs comprennent un peu. Personne n'achète une équipe de la NFL seule aujourd'hui. Parce que la moyenne des valeurs des franchises, c'est 7,1 milliards de dollars US. OK, commençons par ça. Fait que c'est coûteux. Les propriétaires actuels de la NFL n'ont pas payé ces prix-là.
Le gars des Dolphins, Stephen Ross, a acheté ça en 2009. Son équipe valait, au début de la saison dernière, 7,5 milliards de dollars. Je rappelle que les Dolphins, c'est pas une équipe qui a connu beaucoup de succès récemment, là, mais c'est quand même les prestigieux Dolphins de Miami qui ont déjà eu une saison invaincue en 1972. On revient aujourd'hui, puis ils décident de vendre 1 %. Ils font ça parce qu'ils ont besoin de liquidité. Ils ont besoin d'un peu prendre un peu de cet argent-là qui leur appartient. Il n'affecte pas le vote puis l'influence autour de l'équipe. Le gars n'a pas un siège sur le conseil d'administration. C'est un dénommé Lin Bim, qui est originaire de Chine, qui est un géant de l'Internet en Chine, qui vaut des milliards de dollars. 1 % au prix qu'il a payé aujourd'hui établit la valeur de la franchise, Andréane, à 12,5 milliards de dollars US. Aucun sens. Ça, c'est 5 milliards de plus que ce que Forbes avait analysé au mois de septembre dernier. Ce qui veut dire, encore une fois, que tout va monter. Ça veut dire que les autres ligues montent. Parce qu'à chaque fois que tu en as une qui atteint un seuil comme ça, ça pousse tout le monde vers le haut, Andréane. C'est ça la beauté. Tu n'as même pas besoin de gagner des matchs ou de gagner des Super Bowls. Tu n'as même pas besoin de vendre tous tes billets. Puis tu te retrouves avec une franchise qui prend une valeur incroyable. Entre 2024 et 2025, les franchises de la NFL ont augmenté de 25 d'un seul coup. C'est gigantesque, encore une fois. Oui. C'est pour ça que c'est tellement dur pour un nouveau propriétaire ou un nouveau groupe d'y arriver. Puis en même temps, c'est difficile aussi pour un propriétaire actuel de trouver un acheteur qui est prêt à payer une somme pareille. Mais les petits pourcentages, ça, c'est ce qu'on appelle de l'équité privée. Puis c'est limité dans le modèle de la NFL à 20 d'une franchise. À combien vont sortir les Seahawks de Seattle qui sont à vendre? Qui sont à vendre, effectivement. On parlait de 8,5 à 10 milliards puis d'établir un nouveau record là, au niveau d'un prix de vente. Mais là, avec ce qu'on vient de voir avec Miami, peut-être que ça va encore monter. Oui, puis les Seahawks, c'est des champions. Ça a une petite valorisation supplémentaire immédiatement, comme le cas des Celtics de Boston qui ont été vendus 6 mois après leur championnat il y a 2 ans, je pense. Je regardais les prix. Le Washington, c'était un petit peu plus que 6 milliards que ça a été vendu en 2023. Puis Denver, à l'époque, en 2022, trouvait ça cher à 4,6. Puis là, on se dit c'est presque une aubaine. 4,6 Denver, 6,05 Washington. On se rappelle des Lakers de Los Angeles il y a quelques mois, à 10,1 en valorisation. Mais n'oubliez pas, c'est pas quelqu'un qui vient d'acheter le club. Là. Il a pris 1 mais 1 fois 100 de ce qu'il a payé, ça donne 12,5 milliards. OK, on va parler un peu de hockey quand même, oui. Et on va parler de Calgary qui est en train de se bâtir un nouvel aréna. Et là, ça pourrait être intéressant pour la prochaine Coupe du Monde en 2028. Gary Bettman est allé visiter le chantier cette semaine. D'ici 2 semaines, on va connaître les villes hôtesses. C'est sûr que Gary Bettman est au courant de tout ce qui va se dire. C'est juste qu'il retient un peu l'information. Mais parmi tous les efforts de Gary Bettman, Andréane, pour soutenir des villes, je pense pas qu'il y ait une ville comme Calgary qui a eu autant d'appui que Gary Bettman. Parce que les Flames se sont battus longtemps avec la ville. Oui. Concernant le Saddle Dome qui devait être remplacé, le Saddle Dome, là, si ma mémoire est bonne, il date des Jeux olympiques de 1988 à Calgary. Ça fait longtemps. Bon, ceci étant, les Oilers ont un nouvel amphithéâtre. Un superbe amphithéâtre. Magnifique. Puis là, tout est beau à Edmonton, puis ça va bien, puis Connor McDavid vend les billets. Les Flames, s'ils veulent rester concurrentiels, compétitifs, ça leur prenait un nouvel aréna. Absolument. Une entente de 900 millions de dollars pour bâtir cette aréna-là dans un contexte d'un espace d'immobilier de 1,4 milliard de dollars. Donc, Bettman a toujours été joué le rôle du mauvais garnement pour défendre son bon ami Murray Edwards, qui est propriétaire des Flames, aux yeux des concitoyens, puis de la municipalité, puis de la province de l'Alberta. Mais là, c'est pour ça qu'il est allé à Calgary souvent, puis il est allé encore cette semaine, puis il a tout de suite dit que ça va être le plus bel amphithéâtre au monde. Le plus récent, le plus moderne, le plus techno, le plus beau dans la Ligue nationale. Fait que, question de la Coupe du Monde en 2028, bien, pourquoi pas? Parce que là, il pourrait avoir un duo avec les Oilers, pour avoir les matchs dans 2 villes. Ben oui, 2 amphithéâtres neufs. Puis ça a déjà été à Toronto. Puis Montréal, on a eu la confrontation des 4 nations. Fait que c'est pas une mauvaise chose d'aller dans l'ouest du pays. Puis en plus, il y a pas mal d'incertitudes aux États-Unis actuellement. C'est une autre raison de considérer. Fait que, puis je répète, il y a toujours une récompense pour ceux qui construisent des nouveaux stades. Quand tu bâtis un nouveau stade de football, Roger Goodell arrive avec le Super Bowl pas longtemps après. Puis c'est la même chose cette année, le match étoile de la NBA dans l'amphithéâtre flambant neuf des Clippers de Los Angeles. Récompense pour avoir investi. Ils ont besoin c'est un peu de nouveaux espaces constamment rafraîchis pour continuer à valoriser l'offre puis l'expérience client.
Puis en retour, les commissaires de ligue récompensent les investisseurs puis les propriétaires d'équipe. Mais dans le cas de Calgary, ce nouvel amphithéâtre-là va ouvrir à l'automne 2027. Donc, tu as le temps de le roder pour la Coupe du monde de 2028. Exactement. On parle d'une partie ça va s'appeler le Scotia Place. Exact. Scotiabank qui commandite plein d'amphithéâtres, puis plein de produits dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'ils sont commanditaires des 7 équipes canadiennes. Mais tu as raison, le rodage va être important. Puis tout de suite après, on récompense avec un événement à caractère international qui accueillerait en principe 8 équipes. Oui, 4 en Europe puis 4 en Amérique du Nord. Exactement. Fait que là, c'est vraiment quelque chose d'encore plus majeur. Commence à ressembler à un modèle olympique. Bien, pourquoi pas? J'aime ça, moi. Non, Edmonton, Calgary. On était divertis, puis c'est très bon pour le hockey au Canada qu'on ait des événements de cette envergure-là. On pourrait y aller. Plein de dossiers à surveiller dans les prochaines semaines. Oui, merci beaucoup.